Et c'est parti pour la Wikibalade du jour sur Arthur Compton, donc né en 1892 aux États-Unis, dans l'Ohio, et mort en 1962 en Californie, donc un physicien américain. Et il a eu le prix Nobel en 1927, la même année que Charles Wilson. Ils ont eu deux prix Nobel, la même année. Et c'est une expérience capitale qu'il a faite, où il a montré qu'il y avait bien un aspect corpusculaire au rayonnement électromagnétique. Autrement dit, il a montré que les photons existaient, qu'on pouvait bien, dans certaines expériences, les considérer comme des particules, comme des petites billes, des petits corpuscules. Voilà, c'est ça le mot corpusculaire. Et rayonnement électromagnétique, hein, ça fait référence à la lumière. Donc la lumière est constituée de photons. Ça avait été entrevu par Planck déjà en 1900, confirmé théoriquement par Einstein, mais là on a vraiment une expérience. C'est un peu l'expérience qui montre que les photons existent bel et bien. Et ça valide donc la notion de dualité onde-corpuscule, qui fait que la lumière, ça peut être vu comme une onde ou comme des particules, suivant le cas, suivant l'expérience qu'on fait. Souvent, la propagation, c'est plutôt une onde, et la détection ou l'interaction, c'est plutôt sous forme de photons. C'est l'effet Compton, ou la diffusion Compton, qui décrit ça. Et donc son expérience, hein, ça revient à envoyer des photons sur de la matière, donc sur des électrons. L'électron va être diffusé avec un certain angle. Le photon incident, il va être diffusé avec un autre angle. Et surtout, on va s'intéresser aux longueurs d'onde. Et on va se rendre compte que la longueur d'onde ici du photon après le choc va être différente de la longueur d'onde avant. Comptons les photons. Ouais, c'est ce qu'il comptait, les photons. D'où son nom. Il a pris ce nom-là après l'expérience. Et surtout, donc, on voit le changement de longueur d'onde, et donc on voit un changement d'énergie et surtout un changement de couleur. Et par exemple, on envoie un photon bleu et le photon ressort rouge ici. Donc la lumière change de couleur. Alors c'est pas forcément bleu et rouge, on va voir exactement. Mais voilà, le principe, il est là, c'est que la longueur d'onde, elle change. Donc on appelle ça une diffusion élastique ou une collision élastique. La quantité totale d'énergie est conservée, mais c'est inélastique. Donc ça, c'est toujours vrai, hein, la quantité totale d'énergie d'un système fermé, elle est conservée. Mais là, si on regarde juste l'électron, lui, il n'avait pas d'énergie cinétique et il a une énergie à la fin. Et le photon, il avait beaucoup d'énergie et il a peu d'énergie après. Donc au niveau du choc, vous imaginez des boules de bière qui s'entrechoquent. Il y a une boule qui donne de l'énergie à la deuxième. Donc ce phénomène s'observe lorsqu'un photon entre en collision avec un électron libre, ou plus précisément avec un électron faiblement lié d'un atome. Donc on bombarde de la matière avec des photons, et le mieux c'est que l'électron puisse sortir, puisse diffuser. Donc il ne faut pas qu'il soit trop lié à un atome. Et donc l'électron va être éjecté de l'atome va être ionisé, on appelle ça l'ionisation. Et le photon, il est diffusé, donc il change d'angle, et il change de longueur d'onde. Voilà, c'est ça le point important. Il a observé l'allongement de la longueur d'onde dans cette diffusion, dans l'effet Compton. L'expérience devient l'ultime observation qui convainquit la plupart des physiciens que la lumière pouvait se comporter comme des particules et pas uniquement comme des ondes. Et cette particule, elle a une énergie qui est proportionnelle à la fréquence et inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Donc c'est un peu la relation de... Ça rejoint la relation de Planck. Tablette qui a pris la poussière, ça fait une semaine que je n'ai pas utilisé. Et donc on a l'énergie, on a un photon incident qui vient taper sur un électron. Donc ça, c'est avant le choc. Et après, donc l'électron, il était là, il a été projeté, et le photon, il est devenu rouge. Il a une longueur d'onde qui a augmenté. Et ça, on le comprend grâce à la relation de Planck, ou relation de Planck-Einstein. E égale une certaine constante qu'on appelle la constante de Planck fois la fréquence. Et donc si la fréquence diminue, ici la longueur d'onde augmente, la fréquence diminue, c'est la même chose, ça veut dire que l'énergie a diminué. Donc l'énergie du photon, au début, elle est plus grande que l'énergie finale. Voilà, ça c'est l'énergie avant le choc. Et l'énergie après, elle est plus petite que l'énergie avant le choc. Donc la fréquence après va être plus petite que la fréquence avant. La fréquence a diminué. Et ça, on peut l'observer. On peut observer la fréquence des photons ou leur longueur d'onde. Il suffit de... Ici, un tout petit calcul, mais c'est relié. Et donc, ça correspond bien à l'image qu'on se fait ici d'une bille. Le photon, c'est un peu une bille qui a perdu de l'énergie et qui a donné son énergie à l'électron. Voilà ce que c'est que l'interprétation de l'effet Compton. Alors bien sûr, au début, ça a mis du temps à être compris comme ça, parce que justement, pour les scientifiques de l'époque, la lumière, c'était plutôt une onde et pas des particules. Voilà, bon, le détail des collisions, on va passer. Ça, je ferai sûrement un jour, détaillerai ça un jour sur la chaîne théorique. On va plutôt parler de l'histoire de l'expérience. Donc voilà, vous voyez un électron qui est très loin du noyau, qui est quasiment libre. Il attend juste un tout petit peu d'énergie pour sortir, pour que l'atome soit ionisé. Voilà, donc il y avait beaucoup de scepticisme sur cette histoire de photons, de quantification de la lumière. Compton, il commence ses travaux un peu après, en 1912. Il soutient sa thèse en 1916.
Ensuite, il est professeur de physique. Ensuite, ingénieur de recherche. Ah, pour la compagnie Westinghouse, la fameuse compagnie Edison, pour laquelle Edison a travaillé. Ou concurrente d'Edison, je ne sais plus. En tout cas, il y a cette compagnie là dans l'histoire d'Edison. Ok. Donc, il commence ses recherches dans le Minnesota. Il voulait tester une théorie considérant l'atome comme l'ultime particule magnétique. Voilà, il fait des expériences avec des rayons X, avec des matériaux magnétiques, du cristal de magnétite. Donc ça, c'est la pierre qui a donné son nom au champ magnétique. En regardant les figures de diffraction, un peu ce qu'on a vu avec les différents prix Nobel, Max von Laue notamment. Ok, mais ça n'a pas trop marché. Et il essaye de comprendre la diffusion des rayons X. Donc les rayons X, c'est de la lumière. Il essaye de comprendre les propriétés magnétiques en utilisant les rayons X. Il n'arrive pas à aller au bout de ses recherches sur les champs magnétiques. Par contre, il devient vraiment un spécialiste de ces rayons X, donc les fameux rayons de Röntgen, le tout premier prix Nobel de physique. Et ça, c'est une onde électromagnétique, c'est de la lumière. Et il regarde comment cette lumière est diffractée et diffusée dans les cristaux. Donc c'est ça qui va l'amener à faire sa découverte. Et notamment, voilà, il est convaincu que c'est pas l'atome qui est la particule qui est sensible au champ magnétique, c'est plus précisément l'électron. Donc il va plutôt considérer une interaction non pas entre le rayon X et l'atome, mais plus précisément entre le rayon X et l'électron, ici à l'extérieur de l'atome. Enfin, il est dans l'atome, mais vraiment à la bordure extérieure. Donc il envoie un faisceau de rayons gamma, donc vous voyez, c'est pas forcément de la lumière visible, hein. Je parlais de lumière bleue et rouge, mais en fait c'est des fréquences plus élevées. Et il envoie ça sur du fer, de l'aluminium, de la paraffine, et il observe s'il y a des différences entre le faisceau qui arrive sur le morceau de fer et le faisceau qui repart. Et il voit qu'il y a des différences, et il se rend compte que les rayons gamma secondaires diffusés, donc les rayons qui sortent après la collision, ils sont plus intenses vers l'avant que vers l'arrière. En d'autres termes, ils sont plus mous ou d'une plus grande longueur d'onde que les rayons gamma primaires. Donc grâce à l'angle, il arrive à retrouver la longueur d'onde. Et donc il a des rayons gamma plus mous, on appelle ça des rayons durs ou mous, hein, les rayons durs étant des rayons à plus haute fréquence. Donc là, les rayons qui sortent sont plus mous, entre guillemets, et donc ils sont à plus basse fréquence, à plus grande longueur d'onde. Et donc c'est des photons qui ont perdu de l'énergie. Alors ça, à l'époque, c'est pas très logique quand on considère que la lumière est une onde. Si vous avez une onde à une certaine fréquence, à une certaine longueur d'onde, elle peut changer de direction, etc., mais la longueur d'onde, elle va pas changer. C'est la même onde qui circule. Et donc Compton, il va supposer que la longueur d'onde des rayons gamma ne peut pas être modifiée. Et ça, en accord avec la théorie habituelle de diffusion, la théorie de Thomson. Donc il cherche une autre explication. Et il finit par conclure que les rayons gamma excitaient l'émission. Donc là, il va faire des hypothèses qui vont se retrouver être fausses, hein. Il se trouve qu'en fait, si la longueur d'onde, elle change, mais à l'époque, absolument personne ne pensait que c'était possible. Il suppose que les rayons gamma primaires, donc primaires, c'est ceux qui arrivent avant la collision, excite l'émission d'un nouveau type de rayonnement gamma, de fluorescence dans le matériau. Voilà, il va expliquer ce changement de rayon gamma avec la fluorescence. Donc le fait que c'est pas le même photon, alors il parlait pas de photon bien sûr, mais c'est pas le même rayonnement qui est incident et qui ensuite qui sort du morceau de fer, par exemple. Et ce serait, donc tout ça c'est son hypothèse qui en fait est pas la bonne, hein, c'est sa première hypothèse. Ça aurait été un nouveau type de fluorescence, parce que la seule des 4 caractéristiques de ce rayonnement avait en commun avec le rayonnement de fluorescence était qu'il avait une plus grande longueur d'onde que le rayonnement primaire. Voilà, il n'y avait pas grand-chose qui collait à part ce changement de longueur d'onde. Donc il se posait pas mal de questions. Vous voyez, c'est ça la démarche scientifique aussi, c'est faire plein d'essais, plein d'erreurs. Voilà, il ne trouve pas la solution du premier coup. Donc il suppose que les rayons gamma vont frapper les électrons dans le diffuseur, donc dans le morceau de fer, et il va étudier les atomes du morceau de fer comme des oscillateurs électriques. Ça, c'est quelque chose qu'on fait très souvent, encore aujourd'hui avec la théorie quantique des champs. On décrit un système comme un ensemble d'oscillateurs, et ça permet de... Déjà, l'oscillateur, hein, c'est un oscillateur, c'est un système physique qui est très simple à étudier, donc ça permet de simplifier les équations et de trouver des propriétés nouvelles, en supposant que les atomes oscillent, par exemple. Il y a plein de modèles qui utilisent ça. Et donc, il suppose que les rayons sont projetés vers l'avant, voilà, ce qui entraînerait un décalage, un effet Doppler. Voilà, il pensait qu'il y avait un phénomène de fluorescence et un effet Doppler. Et vous le savez, l'effet Doppler, hein, l'effet Doppler sonore, c'est l'ambulance qui s'éloigne de vous et qui change de fréquence. L'effet Doppler, il est aussi là dans les phénomènes lumineux, où vous avez aussi un changement de fréquence, un changement de longueur d'onde. C'est par exemple les galaxies qui s'éloignent de nous à très grande vitesse. On les voit beaucoup plus rouges que ce qu'elles sont vraiment. C'est le décalage vers le rouge. Ça, c'est un décalage, c'est un effet Doppler. Alors, il y a des effets de relativité générale en plus, mais globalement, c'est ça. Ok. Donc voilà son hypothèse. C'est pas très convaincant et on se rendra compte après que effectivement, c'est pas la bonne explication. Ok. Ensuite,
Il va utiliser un spectromètre de Bragg. On a parlé de Bragg, hein, c'est un des prix Nobel des années précédentes. Salut Warden. C'est des équations similaires en électronique et en mécanique pour le mouvement oscillant. Oui, tu peux utiliser en mécanique, hein, l'exemple qu'on prend, c'est le ressort. Donc, tu as un ressort, une masse, une certaine masse, qui est reliée à un ressort de raideur K. Donc K, ça dit si le ressort il est facile à étirer ou pas. Et donc la masse, la force, donc d'après Newton, c'est la masse fois l'accélération. Voilà, donc M fois A. Et il se trouve que pour le ressort, la force du ressort, c'est moins K fois la position X. Et l'accélération, c'est la dérivée seconde de la position X. Donc on met 2 points comme ça pour dire dérivée seconde. Et donc on a une équation mx point point. La masse fois l'accélération, c'est moins kx. Voilà, donc on l'écrit souvent comme ça. On met tout à gauche, plus kx égale à 0. Ça, c'est ce qu'on appelle l'équation de l'oscillateur harmonique. Et tu peux faire ça aussi en électronique. Par exemple, tu as un système, tu mets une tension d'entrée, un condensateur, une bobine, et tu te demandes comment évolue la tension de la bobine ici. Donc tu fais la loi des mailles. Là, voilà. Peu importe si les calculs sont... C'est le résultat à la fin qui va être intéressant. Tu fais la loi des mailles et U, c'est L dI sur dt. Et je dérive tout ça. Donc je suppose que E est constant, donc ça fait 0 égale, je redérive, donc dérivée seconde, et la dérivée de UC, c'est I sur C. Et donc ça, si je mets sous une forme qui ressemble un peu à ça, ça fait LC fois I point point plus I égale à 0. Donc tu vois, dans les deux cas, tu as la dérivée seconde et la fonction. Dérivée seconde et la fonction. Et là, ça fait un petit chat. Mais voilà, tu as un système mécanique et un système électrique qui ont exactement la même... on va enlever le chat, sinon on ne comprend rien. Qui ont exactement la même forme. Une dérivée seconde et une... Ça, c'est la forme de l'oscillateur harmonique. Et donc, en mécanique, tu peux imaginer plein de petits... Tu peux décrire les atomes comme ça. Voilà, on appelle ça l'oscillateur harmonique. Et on peut l'expliquer, ce lien entre les deux, au sens physique. Oui, oui. Bah là, alors, là, je peux même mettre ça sous une forme encore mieux. Mais en fait, celle-là, elle était bien. L'inductance, la manière dont une bobine se comporte, elle accumule l'énergie et elle rend cette énergie ensuite sous forme, elle accumule l'énergie sous forme magnétique et elle la rend ensuite avec un délai. Donc il y a un certain retard entre quand on voit du courant dans la bobine et le moment où elle renvoie l'énergie. Donc ça met un petit peu de temps à se mettre en route, un peu comme quand tu pousses si tu veux pousser ta voiture, tu es en panne, tu veux pousser ta voiture, bah, tu appliques la force et la voiture, elle va pas immédiatement bouger. Si elle fait 800 kg, il va y avoir un certain retard. Et ça, ce retard, c'est dû à l'inertie. Et l'inertie, c'est décrit mathématiquement par la masse. Donc la masse et l'inductance de la bobine, c'est des choses qui sont assez similaires. Et pareil, la raideur du ressort, c'est assez similaire à l'inverse, ici, la 1 sur C, à l'inverse de la capacité. Par exemple, quand tu ajoutes des capacités, pour pouvoir ajouter si tu as deux capacités en série, C1 et C2, tu ajoutes 1 sur C1 plus 1 sur C2. Et pareil, si tu as deux ressorts, voilà. Donc ça, c'est une bobine, ça, c'est des ressorts, hein, rien à voir, c'est un peu le même symbole, mais... Et là, pareil, tu ajoutes K1, K2. Ou alors, quand tu ajoutes les capacités, tu ajoutes l'inverse. Voilà, une relation inverse entre les deux. Donc oui, on peut faire une analogie entre les deux comme ça. C'est un peu ça le sens qui fait qu'on a la même équation avec des grandeurs différentes. Voilà, donc il utilise ces oscillateurs-là. Il imagine que c'est des petits ressorts, que les atomes sont des petits ressorts, qu'il y a un phénomène de fluorescence, et il essaye voilà, avec un effet Doppler. Oui, c'est beaucoup de choses un peu compliquées, alors que quand tu acceptes le fait que les photons existent, bah, c'est juste une bille qui tape sur une autre bille. Et la première bille, elle avait beaucoup de vitesse, beaucoup d'énergie. Et pour pouvoir donner de l'énergie à l'électron, elle en a perdu. Et donc la bille, elle a moins d'énergie à la fin. Vous imaginez des boules de billard ou des billes qui s'entrechoquent. C'est quand même beaucoup plus simple que voilà, ces histoires d'oscillateurs, de fluorescence. Donc des fois, la solution, elle est beaucoup plus simple que ce qu'on croit. Là, il s'est un peu cassé la tête pour rien. Enfin, pas pour rien, il a appris plein de choses, hein, mais il n'a pas trouvé la solution simple dès le début. Voilà, donc avec le spectromètre de Bragg, donc son but, c'est pas de regarder toutes les longueurs d'onde, c'est d'en sélectionner certaines pour faire un faisceau monochromatique. Monochromatique, ça veut dire, littéralement, mono, c'est une seule, et chroma, c'est la couleur. Donc une seule couleur, une seule longueur d'onde. Donc, dans le spectre visible, vous avez du bleu jusqu'au rouge, une seule couleur. C'est une onde monochromatique. On appelle ça une onde harmonique aussi, en référence aux oscillateurs harmoniques, justement. Ça aussi, il a une certaine fréquence qui dépend de M et de K.
peut pas osciller à une autre fréquence, il y a qu'une seule fréquence. OK, et donc son interprétation, les rayons X monochromatiques, donc d'une seule couleur, excitent le même tube de rayonnement, le même type, pardon, de rayonnement fluorescent que les rayons gamma. Donc il observe un peu la même chose avec les rayons gamma, les rayons X. Donc aujourd'hui, on le sait, avec des longueurs d'onde différentes. Les rayons gamma, c'est à plus grande fréquence, donc à plus petite longueur d'onde. Voilà, il se rend compte que c'est polarisé, vous avez le champ électrique qui oscille dans une certaine direction seulement. Et il suppose que les rayons X se composent d'impulsions électromagnétiques qui interfèrent les unes avec les autres après avoir été diffusées pour former des impulsions plus larges, plus douces. Voilà encore une hypothèse un petit peu bien compliquée par rapport à ce qu'on sait. Alors ça, je sais pas si c'est Compton, c'est peut-être Gray qui fait ça. Voilà, donc ils sont plusieurs à essayer de comprendre ce qui se passe. Ok, bon, je vais peut-être pas rentrer dans les détails là. Et ensuite, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise le spectromètre, non plus pour sélectionner une seule longueur d'onde, mais comme un vrai spectromètre. Donc là, il va vraiment essayer d'étudier toutes les longueurs d'onde possibles. Voilà. Et il se rend compte que les rayons X secondaires, donc ceux qui arrivent après la diffusion, ici, là, ce rayon secondaire, il a un certain angle de 90 degrés par rapport à l'angle primaire. Donc il y a quasiment une collision à angle droit. Ok, alors ça c'est marrant. Donc il publie ça, là, le changement d'angle, c'est intéressant déjà. Et dans sa publication, dans l'article qu'il publie, il ne met pas les spectres qu'il a obtenus. Et on a retrouvé plus tard ses cahiers d'expérience. Et en fait, dans ces cahiers, il y avait déjà la réponse à son problème. Dans ces cahiers, on voyait que la raie du spectre secondaire était un petit peu décalée, légèrement décalée vers la droite, vers les plus grandes longueurs d'onde. Voilà, il l'avait pas forcément vu à ce moment-là. Quand on a refouillé un peu dans ses expériences, on s'est rendu compte qu'il avait trouvé en fait le phénomène, il avait juste pas fait attention. Il y avait le petit décalage, il était là, il était visible. Après, avec les erreurs de manipulation, il y a toujours des petits décalages. Peut-être qu'il n'a pas interprété ça comme, il a interprété ça comme une petite erreur, alors qu'en fait, c'était quelque chose d'extrêmement, c'était quelque chose de capital. Et c'est en comprenant ça plus tard qu'il aura le prix Nobel. Voilà, donc il trouve 0,95 angstrom. Donc angstrom, c'est 0,1 nanomètre, 10 puissance moins 10 mètres. Donc 10 milliardièmes de mètre, au lieu de 0,70. Donc c'est quand même un décalage qui est visible, 35% d'écart. Et donc voilà, ça fait un rapport de longueur d'onde de 3 quarts à peu près. Il y a une longueur d'onde qui est 3 quarts de fois plus petite que l'autre. Ok, donc là, il se rend compte qu'il y a ces données. Et donc il explique cette grande variation dans la longueur d'onde en utilisant l'effet Doppler et la fluorescence. Et pas de chance, entre guillemets, cette théorie qui est complètement fausse avec la fluorescence et l'effet Doppler, il fait un calcul avec une vitesse des électrons raisonnable et il trouve exactement, regardez ce qu'il trouve 0,74. Ça, c'est son calcul théorique qui lui dit ça, avec son hypothèse fausse, sachant que son expérience montre 0,75. Donc là, il se dit, c'est bon, j'ai trouvé. Ça colle quasiment parfaitement. Voilà, difficile de souhaiter un meilleur accord entre la théorie et la mesure expérimentale. Ceci est un très bel exemple historique d'une théorie fausse confirmée par des résultats expérimentaux douteux. Il y a eu, entre guillemets, 2 erreurs qui se sont compensées. Une erreur expérimentale et surtout une mauvaise explication qui, par malchance, est tombée pile sur le résultat qu'il avait dans ses expériences. Donc là, il faisait vraiment fausse route avec sa fluorescence et son effet Doppler. Voilà. Donc il s'est trompé une première fois en faisant le rapport, là, en faisant l'expérience, et entre guillemets se trompe une seconde fois en faisant un calcul théorique basé sur une mauvaise théorie. Donc ça, c'est en 21, un peu avant peut-être, il publie ça doit être en 1921, et fin 1922, là, il se rend compte qu'il avait mal lu ses résultats expérimentaux, et que le décalage, c'est pas 35%, mais, vous voyez, 4%, même 3%. Le rapport, ça vaut quasiment 1. On est à 97% d'écart, donc non, pardon. Oui, voilà, l'écart est faible. Si, c'est ça. L'écart est faible, la fraction vaut presque 1. Donc en fait, le décalage est beaucoup plus petit. Donc il essaye à nouveau sa théorie de fluorescence, l'effet Doppler. Et là, il triche un peu, il se dit, bon, peut-être que ma vitesse, ma théorie, là, il va falloir la bidouiller un peu. Et il change l'expression de la vitesse. Alors, j'essaie de voir ce qu'il fait là. Là, il associe l'énergie cinétique à l'énergie avec la formule de Planck. Nu, là, ça c'est la lettre grecque nu, c'est la fréquence. Donc il dit que l'énergie du photon, c'est une énergie cinétique avec une masse. Voilà, il assimile l'énergie cinétique de l'électron à l'énergie du photon. Donc il n'y a pas trop de raison de faire ça. Et là il utilise ce qu'on appelle l'impulsion, la quantité de mouvement.
H sur lambda égale mv. Donc pareil, il relie la longueur d'onde du photon avec une certaine masse, même si le photon est qu'une masse. Bon, pareil, ça, c'est pas une bonne théorie. Donc, c'est à nouveau une théorie fausse. Et il fait coller ça à son résultat d'expérience. Mais cette fois-ci, le résultat d'expérience est bon. Donc, encore une fois, on a un problème. Cette fois-ci, c'est l'exemple d'une théorie fausse confirmée par des données correctes. Donc, vous pouvez avoir à la fois l'expérience qui est fausse, la théorie qui est fausse et qu'elles s'accordent. Deux trucs faux, ça peut s'accorder. Mais vous pouvez aussi expliquer des données correctes avec une théorie qui est fausse, la preuve ici. Et là, il va changer, il va affiner ses mesures. Il met tous ses résultats ensemble. On arrive à la conclusion, là, il va se rendre compte de son erreur. Il utilise la conservation de l'énergie et la conservation de quantité de mouvement. Donc, ce qu'on fait toujours aujourd'hui et maintenant quand on étudie ce genre de collision. Donc, un des premiers à avoir fait ça, c'est Compton. Il utilise la bonne expression pour la masse de l'électron et il trouve la bonne formule théorique du décalage qui dépend de la masse de l'électron et de l'angle de diffusion. Donc l'angle entre les rayons de départ et le rayon après le choc. Voilà. Et en faisant ça, il trouve la bonne valeur pour tous les angles θ, pas uniquement à 90 degrés. Et donc plus besoin de fluorescence, plus besoin d'effet Doppler. Tout ce qu'il a fait là ici dans ce calcul, c'est faire comme si c'était des billes qui s'entrechoquaient. Un photon, donc une bille de lumière avec une énergie h fois la fréquence et une impulsion, donc une quantité de mouvement h fois la fréquence divisée par la vitesse de la lumière. Ça, l'impulsion, c'est la masse fois la vitesse, normalement, pour les objets massifs. Mais un photon, ça n'a pas de masse. Donc l'impulsion, c'est ça. Et ce photon, cette petite bille photon, elle entre en collision avec un électron. Et en faisant ça, on fait le petit calcul et on trouve exactement quelque chose qui colle aux expériences. Et donc, plus besoin de théories compliquées avec la fluorescence. Juste en disant que la lumière, c'est des petites particules, il arrive à expliquer sa diffusion, qu'on appelle aujourd'hui la diffusion Compton. Un photon ayant de l'énergie, on ne peut pas dire qu'il a une masse E égale mc2. Non, parce que cette formule, justement, c'est vrai seulement pour les objets qui ont une masse. L'énergie du photon, c'est h fois la fréquence. Tu ne peux pas utiliser E égale mc2 pour un photon, sinon un photon n'aurait pas d'énergie. Or, un photon a une énergie qui vaut h fois la fréquence. Ça, c'est la loi de Planck, et E égale mc2, c'est la loi d'Einstein. Donc E égale mc2, c'est... Tu étudies un objet massif qui se déplace... alors, E égale mc2, c'est au repos, il y a une formule un peu plus générale, mais en tout cas, c'est un objet qui va moins vite que la vitesse de la lumière, donc ça ne peut pas être un photon, ça ne peut pas être de la lumière. Voilà, donc l'effet Compton, c'est tout simplement une bille, un photon, vu comme une particule qui tape sur un électron, qui l'arrache de l'atome, et qui du coup a perdu de l'énergie, donc va perdre de la fréquence. Si vous voulez, je vous écris la relation entre fréquence et longueur d'onde. Vous avez lambda, la longueur d'onde. C'est la vitesse de la lumière c divisée par la fréquence. Vous voyez que, vu que c'est au dénominateur, quand la fréquence diminue, on a l'énergie égale h fois la fréquence. Au cours du choc, l'énergie du photon diminue, donc la fréquence diminue. Ça, c'est une constante. Et si la fréquence diminue en bas, on divise par quelque chose qui est plus petit, donc ça fait une longueur d'onde qui est plus grande. Et donc, on passe du bleu au rouge. Il faut transposer ça dans les rayons X ou dans les rayons gamma. La longueur d'onde augmente en tout cas. Voilà pour l'effet Compton, voilà, diffusion Compton ou effet Compton. Voilà pour la Wikibalade. Et la prochaine fois, on parlera de Wilson qui a eu le prix Nobel la même année pour des choses très intéressantes aussi qui a permis c'est les chambres à vapeur qui permettent de, voilà, on le voit un peu là, les chambres à brouillard, permettent de reconstituer les trajets. On en avait parlé dans la vidéo sur les rayons cosmiques. Ça fait quelques temps déjà celle-là. Ça fait 1 an. Bon, on les voit un peu là. Voilà pour la Wikibalade. On fera la Cup of the Day. J'ai testé un format un peu différent. Je connais un petit peu le sujet, donc je l'ai pas trop préparé. J'ai un peu improvisé. Ça s'est peut-être entendu, des fois j'hésitais un peu, mais après, bon, ça rend le truc un peu vivant, c'est bien. Et puis au montage, les hésitations seront sûrement coupées.